Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Le Sénat vient d'adopter à l'unanimité la mise en place de sa commission d'enquête à la suite de l'affaire Alexandre Benalla. L'objectif, connaître les modalités selon lesquelles la préfecture de police a intégré un dispositif de maintien de l'ordre une personne étrangère au service. Pour le président LR de la commission des lois, Philippe Bas, la question relève du fonctionnement des institutions. Et il n'est pas le seul, vous allez le voir, avant de voter, de nombreux présidents de groupe, Éliane Assassi, Bruno Retailleau ou encore Patrick Kanner, ont jugé qu'il s'agissait d'une affaire d'État et non pas d'une simple affaire Benalla. Pour les sénateurs, cette histoire interroge aussi sur le pouvoir que doit conserver le Parlement en plein débat sur la réforme constitutionnelle. Retour donc à ce temps fort de la séance tout à l'heure à 14h30 dans l'hémicycle du Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de la Commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de 6 mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener une mission d'information sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance de ce matin. Je vais mettre aux voix la demande de la Commission des lois. Y a-t-il une demande d'explication de vote? Monsieur Retailleau, Monsieur Kanner, Madame Assassi, on prend en note l'ensemble des demandes. Eh bien, la parole... Très bien. Monsieur le Président de la Commission des lois, tout le monde vous donne la parole en premier. La commission des lois s'est réunie ce matin et a très rapidement décidé de demander à notre Assemblée ses pouvoirs d'investigation, qui sont ceux d'une commission d'enquête, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la mise en œuvre de l'état d'urgence et pour notre mission d'information sur la justice. Je rappelle que les pouvoirs d'investigation que nous réclamons vont nous permettre, si vous l'acceptez, d'auditionner toutes les personnes qui peuvent apporter un éclairage sur cette affaire, communément appelée affaire Benalla, et bien au-delà de l'affaire elle-même, sur les dysfonctionnements que nous avons constatés sur 2 points essentiels. Premièrement, une confusion des pouvoirs entre les responsabilités constitutionnelles du président de la République et celles du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de sécurité. Et deuxièmement, les difficultés que cette confusion des pouvoirs font apparaître en ce qui concerne les conditions de mise en œuvre de la sécurité du président de la République, qui ne peut être confiée à des amateurs, mais doit être confiée à des professionnels formés, sélectionnés, entraînés, organisés pour assumer cette fonction de protection dans l'intérêt supérieur, naturellement, de la République. Ces pouvoirs, si vous nous les accordez, nous permettront d'entendre qui nous souhaiterons entendre, d'une part, et d'autre part, de pouvoir recevoir toute information qui nous est indispensable sur, par exemple, des notes internes de service qui nous permettent de bien comprendre le fonctionnement de l'État. Je signale que toute personne qui refuserait d'apporter son concours, qui ferait obstruction à la commission des lois dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, serait passible de peines allant jusqu'à 2 ans de prison et 7 500 € d'amende. Voici, Monsieur le Président, les conditions
dans lesquels nous avons délibéré. Nous entendrons le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet du président de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, le préfet de police, un certain nombre de hauts fonctionnaires civils et militaires, les syndicats de la police nationale et toute personne susceptible de nous éclairer. Merci, Monsieur le Président. Merci de ces informations. Monsieur Retailleau, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je me félicite que la Commission des lois ait voté ses prérogatives pour se doter des pouvoirs d'une commission d'enquête et je ne doute pas que ce projet, cette proposition fera l'objet d'une quasi-unanimité ici au Sénat. Parce qu'enfin, cette affaire Benalla n'est pas simplement l'affaire d'un individu. Elle ne met pas en cause uniquement un lampiste, un bagagiste, comme l'a dit avec un sens de l'humour consommé M. Castaner ce matin. Elle met en cause nos institutions. D'abord, l'autorité de l'État. Comment se fait-il qu'un individu déguisé en policier se retrouve au cœur d'une opération de maintien de l'ordre et tabasse des manifestants, au risque d'ailleurs de salir l'honneur de la police nationale? Elle blesse aussi le principe d'égalité devant la loi. Évidemment, on a un sentiment de très grande impunité. Et alors même que l'Élysée n'a pas saisi la justice, on apprend que, en réalité, la petite sanction de 15 jours s'est doublée ensuite d'un certain nombre de cadeaux, au premier rang desquels l'occupation d'un logement de fonction Cré-Branly. Et enfin, il y a aussi un problème de la crédibilité de la parole publique, puisque le porte-parole de l'Élysée nous avait assuré que M. Benalla avait été recadré et que toutes ses fonctions à l'extérieur du palais avaient été interrompues. Faux, puisqu'on le retrouve tout près d'ici au moment de la panthéonisation de Simone Veil, on le retrouve au commandement ou presque du bus qui ramenait les Bleus jusqu'au palais de l'Élysée. Donc il y a un problème de fonctionnement de nos institutions et cette affaire, elle révèle une pratique institutionnelle qui n'est pas acceptable. Le pouvoir d'un seul peut très vite se transformer en un pouvoir arbitraire. Nous sommes dans une république avec toutes ces exigences et au moment où devait nous être soumise la révision constitutionnelle, bien sûr que cette affaire rentre en résonance avec la révision constitutionnelle, parce qu'elle nous interroge tous pour savoir ce que nous voulons pour la démocratie, pour la République. Est-ce que nous voulons concentrer un peu plus les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, ou est-ce que nous voulons avoir des contre-pouvoirs, au premier rang desquels un Parlement debout, sur ses deux pieds, et un bicamérisme dont on voit bien qu'il assure ici la continuité notamment de la République et des pouvoirs, un vrai bicamérisme avec un Sénat en mesure précisément de faire valoir sa responsabilité et ses droits. Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Monsieur Caner. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Un exécutif fort ne peut se concevoir qu'avec un Parlement fort. C'est ce que vient de dire notre collègue Bruno Retailleau. Bien sûr, nous soutiendrons la création de cette commission d'enquête issue de la commission des lois pour donner finalement notre conception de ce que nous estimons devoir être l'état de droit. L'état de droit, c'est cet équilibre des pouvoirs, c'est un président respectueux des règles. Nous verrons ce que donnera le travail d'enquête fait à l'Assemblée nationale, fait aussi au Sénat. C'est aussi un équilibre qui repose sur ce bicamérisme aujourd'hui que nous savions, sinon menacé, en tout cas affaibli par la réforme constitutionnelle. Ce sera aussi l'occasion de réaffirmer nos grands principes. Nous sommes face à une affaire, au moins une affaire d'État. Je n'évoque pas la notion de scandale d'État, c'est à l'enquête et aussi aux autorités judiciaires de faire leur travail en l'espèce. Mais le travail du Sénat, qui ne se donnera pas d'ailleurs de règles diminuant notre fonction, comme j'ai pu le comprendre par la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Nous allons auditionner toutes celles et tous ceux qui ont besoin de nous éclairer
sur cette affaire, eh bien, ce travail permettra d'éclairer le chemin de la vérité. Nous ne sommes pas là pour donner des sanctions, nous ne sommes pas là pour marquer, entre guillemets, du fer rouge tel ou tel, mais nous sommes là pour établir celles et ceux qui ont des responsabilités dans cette affaire. En tout cas, c'est dans cet esprit de construction et de préservation de l'état de droit que le groupe socialiste républicain s'engagera dans cette commission d'enquête. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Assassi. Merci, Monsieur le Président. Lors de ma question d'actualité au gouvernement jeudi dernier, j'avais entre autres émis le souhait de la création d'une commission d'enquête au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc je me félicite que notre commission des lois se soit dotée des prérogatives d'une commission d'enquête et qu'elle ait décidé aussi de prendre le temps d'assurer ou d'assumer ses responsabilités. Je crois que c'est important pour éclairer à la fois notre Assemblée, mais aussi pour éclairer nos concitoyennes et nos concitoyens. Je ne vais pas revenir une nouvelle fois sur la gravité de la crise politique que nous traversons. J'ai eu l'occasion de le faire encore ce matin par la voie d'un rappel au règlement. Mais il est vrai que des choses se sont passées ce week-end. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était déroulé. De nouveaux éléments sont apparus. Et je pense que depuis, pour moi et pour mon groupe, ce n'est pas effectivement une affaire Benalla, c'est une affaire d'État qui met à mal nos institutions. J'oserais même dire qui fait vaciller nos institutions. Et je crois, moi aussi, j'y vois aussi un lien avec le projet de loi constitutionnel dont le débat a été suspendu à l'Assemblée nationale. Et si j'ai bien compris, nous n'aborderons ce texte que maintenant à la rentrée prochaine. Cela dit, j'avais besoin de quelques précisions sur le fonctionnement de cette commission d'enquête. Qui pourra intervenir dans cette commission d'enquête? J'ai écouté ce matin l'audition du ministre de l'Intérieur et c'est en début d'après-midi celle du préfet de police. Et bien évidemment, les membres de la commission, les commissaires aux lois ont une priorité, mais d'autres parlementaires ont pu intervenir lors de ces auditions. En sera-t-il de même ici au Sénat? Et par ailleurs, les présidents de groupe à l'Assemblée nationale ont été sollicités pour faire parvenir au président de la commission, en tout cas au rapporteur, une liste de personnes, d'organisations ou d'associations qu'elles souhaitent voir auditionnées par cette commission d'enquête. Donc j'aimerais savoir si cette possibilité s'ouvre à nous. Très bien. La parole est à Monsieur Patria. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bien entendu, notre groupe soutiendra la création de cette comité d'enquête parce que nous avons le souci de la transparence, de la vérité, et que s'il y a eu des manquements, ils soient à la fois dénoncés et dans le même temps sanctionnés. Mais dans le même temps, nous ne sommes pas dupes d'un certain nombre d'arrière-pensées, d'affaires d'État. J'en ai connu d'autres par le passé, et chacun devrait ici avoir fait preuve un petit peu d'humilité pour l'avoir fait à l'époque. Mais nous soutiendrons cette commission, et je demande à ceux qui aujourd'hui déjà se conduisent comme des procureurs, qui demandent une commission alors qu'apparemment ils ont déjà les réponses, d'attendre les auditions pour savoir exactement ce qu'il en sera à la fin. Nous verrons bien. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marseille. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour, je voudrais saluer la réactivité du Sénat et singulièrement de la Commission des lois, qui a pu travailler, contrairement au spectacle qu'on a pu voir sur les écrans depuis quelques jours à l'Assemblée, de façon consensuelle et sereine, pour aboutir à un résultat qui nous réunit aujourd'hui. C'est dans la mission du Sénat que de contrôler le gouvernement. Ce n'est pas aux réseaux sociaux, ce n'est pas aux chaînes continues d'information, et c'est aux parlementaires, et singulièrement au Sénat, d'avoir ce rôle de contrôle de l'exécutif. Mais c'est aussi notre rôle de légiférer, c'est la raison pour laquelle nous continuons à travailler. Ce matin, nous travaillons collectivement sur le projet de loi Élan. D'autres textes nous attendent. Nous sommes dans l'incertitude concernant l'avenir de notre calendrier dans les semaines et mois qui viennent, mais j'espère que rapidement nous serons fixés. Mais en tous les cas, je veux saluer le rôle du Sénat et redire combien, dans cette affaire triste,
Le préfet de police parlait à l'instant, je voyais, de copinage malsain. Préfet de police de Paris, c'est la raison pour laquelle, entre les commissions d'enquête, Assemblée, Sénat, la procédure judiciaire, l'inspection de la police nationale, je veux croire qu'on va avoir des éclaircissements sur tout ça. Mais au-delà de cela, nous sommes aussi concernés par une réforme constitutionnelle. Et dans cette triste affaire, j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, après ma collègue Assassi, dans un rappel au règlement, c'est le rôle du bicaméralisme qui est confirmé, qui est affirmé. Et je crois qu'il nous appartient de réfléchir, parce qu'il faut un exécutif fort, mais il faut aussi un Parlement fort. Et aujourd'hui, nous voyons bien que la réforme ne peut pas être celle qu'on envisageait il y a encore quelques semaines. Il nous appartient de réfléchir, de travailler. On a vu qu'à l'Assemblée, une Assemblée nationale avait du mal à obtenir qu'un ministre vienne s'expliquer. Il fallait vociférer pour obtenir qu'un ministre vienne s'expliquer. Il fallait mener des mesures d'obstruction pour obtenir d'avoir une mission d'information ou entendre tel ou tel responsable. Je crois que ça n'est pas normal et je crois que notre responsabilité dans les jours, dans les semaines qui vont venir, c'est de réfléchir à une réforme constitutionnelle qui permette au Parlement français et singulièrement au Sénat d'affirmer sa place dans nos institutions. La parole est à Madame Carrère. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Au nom du groupe RDSE, je veux d'abord saluer l'initiative prise par le Sénat et sa commission des lois visant à faire toute la lumière, non pas sur les agissements d'un individu dont le comportement est hautement répréhensible, la justice a déjà été saisie sur ce point, mais sur des faits de nature politique qui mettent en jeu des questions d'ordre institutionnel. Les faits dont il est question ne peuvent hélas que nourrir les populismes et la déviance envers les politiques. Mais je veux également saluer le choix responsable du Sénat de ne pas s'aligner sur le périmètre d'investigation retenu par nos collègues députés, pas plus que sur la méthode, mais bien de s'interroger de façon plus large sur l'exercice de missions de maintien de l'ordre par des personnes extérieures aux forces de sécurité intérieure. S'il le fallait encore, cette décision démontre que notre démocratie a besoin d'un bicamérisme équilibré et fort, assorti de contre-pouvoirs responsables, à même de maintenir le lien de confiance entre nos concitoyens et leurs élus. Dans le contexte de révision de nos institutions, ce point est d'autant plus fondamental. Cette commission d'enquête permettra donc au Sénat d'exercer pleinement sa mission de contrôle. Nous souhaitons également que ces travaux soient menés dans la plus grande sérénité possible, afin que nos décisions ne soient pas dictées par l'émotion. Pour ces raisons, le groupe RDSE votera bien évidemment en faveur de la demande de la commission des lois. Merci. Merci. Madame Mello. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais au nom du président Malhuret exprimer le soutien du groupe Les Indépendants à la création d'une commission d'enquête. Bien sûr, les vidéos, les actes sont choquants et nous voulons que toute la lumière soit faite sur le sujet. Donc, bien sûr, je me joins à tous les arguments qui viennent d'être développés pour que cette commission d'enquête puisse avoir lieu. Je vous remercie. Très bien. L'ensemble des demandes de prise de parole ont été effectuées. Je vais mettre donc maintenant aux voix la demande de la commission des lois. Qui est pour? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? En conséquence, attendez. Donc, cette proposition est adoptée à l'unanimité des présents dans l'hémicycle. En conséquence, la commission des lois se voit conférer pour une durée de 6 mois les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission d'information. Le gouvernement sera informé de la décision qui vient d'être prise par le Sénat. Et puisque la décision est faite, je me permets, comme présidence de séance, de dire toute ma fierté que dans cette unanimité absolue, notre institution, le Sénat,
été au rendez-vous, a pris cette responsabilité et ce qui est important pour notre institution est sa réactivité. Merci. Nous allons maintenant passer à Monsieur Bas. Vous voulez une conclusion? Allez. Monsieur le Président, permettez-moi simplement de remercier le Sénat, de lui indiquer qu'ont été désignés ce matin comme co-rapporteurs Madame Muriel Jourda et Monsieur Jean-Pierre Sueur, et de vous dire combien nous aurons à cœur de tout faire pour honorer cette confiance unanime de notre Assemblée. Voilà pour la mise en place de cette mission sénatoriale qui a donc les prérogatives d'une commission d'enquête pour interroger toutes les personnes nécessaires et faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Alexandre Benalla était intégré le 1er mai dernier dans une opération de maintien de l'ordre. Dès demain, les auditions vont débuter avec notamment le ministre de l'Intérieur qui s'exprimera dès 17h45. Notez que le Sénat va aussi auditionner le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, le directeur général de la police nationale ou encore le préfet de police de Paris. Vous pourrez tout suivre sur notre antenne, bien sûr. Place à présent à d'autres débats enflammés, ceux des sénateurs sur la loi Elan. Le Sénat, qui a l'occasion des débats sur ce projet de loi logement, veut assouplir la loi SRU. Ce texte prévoit l'objectif d'au moins 25% de logements sociaux en 2025 dans chaque commune de 3500 habitants et plus. Ce calendrier imposé par la loi est complètement irréaliste, estime Dominique Estrosi Sassone, sénatrice Les Républicains et rapporteur de la loi. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Dans la discussion des articles, nous reprenons à l'article 46 précédemment réservé. Madame Prima, Madame la rapporteure. Oui. Oui, mais arrêtez. Oui. Pour commencer, Madame la présidente de la commission, vous voulez nous intervenir? Assez rapidement, Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Mes chers collègues, nous allons aborder dans quelques instants des articles de loi qui sont attendus dans l'examen de ce projet de loi et qui concernent en particulier la révision ou en tout cas la modification de la loi SRU. Nous avions demandé, avec l'accord du gouvernement, la réserve pour pouvoir échanger en cet après-midi avec, d'une part, le ministre et le secrétaire d'État et le maximum de nos collègues, puisque c'est un sujet sur lequel nous avions été interpellés par les maires comme étant un sujet important dans la réforme du logement. Je remercie donc le gouvernement d'avoir accepté cette réserve et je suis sûre que nous allons avoir un débat très intéressant. Je voudrais simplement vous demander que nos débats, évidemment sur ce sujet qui quelquefois est un peu passionnel, on va dire, ou passionné, que nos débats restent évidemment courtois, mais c'est la marque du Sénat, mais surtout que nous ayons en tête la volonté peut-être commune de terminer cette discussion autour de la loi SRU avant la coupure de ce soir. Donc j'appelle tout le monde à la mesure dans les réactions. Vous pouvez bien sûr défendre vos amendements, nous sommes là pour les discuter bien évidemment, mais voilà, j'appelle chacun à la responsabilité pour que nous puissions tenir l'ensemble de nos débats dans des timings qui sont raisonnables. Voilà, merci beaucoup. Alors, pardonnez-moi, monsieur le... Oui, j'attendais cela voilà, depuis tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais également, au nom de la Commission, demander la réserve de l'examen de l'amendement 1069 rectifié du gouvernement portant sur l'article additionnel après l'article 54 quinquies jusqu'à la fin de ce texte. Il s'agit d'un amendement du gouvernement concernant la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, je suis saisi de cette demande de la Commission tendant à réserver l'examen de l'amendement 1069 rectifié jusqu'à la fin de l'examen de ce texte. Selon l'article 44 alinéa 6 de notre règlement, la réserve est de droit quand elle est demandée par la Commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Et donc, je demande quel est l'avis du gouvernement sur cette demande de réserve, Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, le gouvernement est d'accord. Donc la réserve, puisque le gouvernement est d'accord, la réserve est ordonnée. Et je m'associe
volontiers aux propos de la présidente de la Commission sur la tenue de nos débats pour permettre que cette loi puisse être jusqu'au bout évaluée, discutée, votée dans les délais d'un ordre du jour qui nous paraît de plus en plus contraint. L'étau se resserre, les fins de session annoncées sont proches, et donc je me joins à cet appel et je saurai y apporter ma contribution dans ma façon de mener les débats. La parole est à Madame Michèle Gréaume pour le CRCE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous abordons un élément important de ce texte. Très logiquement, et comme cela avait été le cas avec la loi Égalité-Citoyenneté, la commission spéciale a été au bout d'une certaine logique et d'une volonté farouche depuis maintenant plus de 10 ans d'enterrer la loi SRU. Une loi, et il n'est vraiment pas inutile de le rappeler, qui est un vrai marqueur de notre République sociale et qui fait consensus depuis 18 ans. Personne jusqu'à présent n'avait osé s'y attaquer, tant le symbole est lourd de sens. Aujourd'hui, tout est bon pour y parvenir. Il faut laisser plus de temps, alors même que la loi Duflot a déjà accordé 5 années supplémentaires. Il faut décompter plus de logements, l'accession sociale et les places réservées pour l'hébergement. Il faut renvoyer à la négociation la définition concrète du niveau des obligations de construction, donnant un pouvoir au préfet très important. La majorité sénatoriale nous montre une fois de plus sa conception toute particulière du droit au logement et plus particulièrement au logement social. Et le gouvernement, comme d'autres avant, lui donne de sérieux points d'appui. Les dotations aux collectivités sont en berne, les aides à la pierre sont dramatiquement basses. Et alors que l'État se désengage, le discours de responsabilité fait aux communes qui doivent respecter les obligations de la loi SRU semble pour certains de plus en plus inacceptable. Nous l'entendons. Mais, mes chers collègues, ce qui nous différencie, c'est que sur des constats identiques, nos réponses divergent et nos engagements sont à l'opposé. Nous œuvrons pour notre part en faveur de l'augmentation des aides à la pierre et pour le respect des collectivités par un niveau de dotation qui leur rende une réelle marge de manœuvre. Mais nous agissons aussi pour le respect du droit au logement et pour la dignité des personnes. Comment ne pas avoir l'urgence de construire plus de logements sociaux partout, même là où il y en a déjà, quand il en manque près de 2 millions ? Nous ne sommes donc pas complices de ce détricotage de la loi SRU, de cette attaque en règle contre le droit au logement. Nous ne sommes pas pour le chacun pour soi, nous sommes pour les solidarités entre les collectivités et entre les citoyens. Construire des logements sociaux, c'est à la fois porter un modèle social de progrès et afficher la volonté politique que les droits fondamentaux de chacun soient respectés, dont celui d'avoir un toit pour se loger. Je vous rappelle enfin que les obligations du niveau du logement social sur une commune ne sont pas une obligation de construction, c'est une proportion à respecter, un équilibre entre logement public et logement privé. Il ne s'agit donc pas de construire là où ce n'est pas utile, de manière inconsidérée et participer à l'étalement urbain. Il s'agit par exemple de réhabiliter du parc ancien et d'en changer la destination. Beaucoup de communes s'engagent dans cette direction. C'est donc bien un objectif utile, plus nécessaire que jamais, alors que la crise du logement s'exprime de manière accrue. Merci. Bon, ça me permet, dès le début des débats, de vous demander de ne pas dépasser de 30 secondes vos interventions, surtout qu'il y a toute l'après-midi pour dire tout ce que vous voulez sur tous les amendements, et de mieux organiser votre temps d'intervention. Voilà, à moi, à 10 secondes, je laisse, vous l'avez vu, 30 secondes, c'est trop. Monsieur Marc-Philippe Daubresse a la parole. Oui, messieurs les ministres, monsieur le Président, mes chers collègues, je réinterviens un petit peu en début de ce débat au nom de la Commission des lois, puisque nous avons déposé 2 amendements importants. Le premier qui concerne, mais vraiment à la marge, le champ d'application de la loi SRU pour mettre en harmonie la loi Asile et Immigration qui vient d'être votée par le Sénat et la loi SRU, mais aussi un amendement que nous avons fait sur la question de la mutualisation à l'échelle de l'intercommunalité. Je voudrais juste rappeler les termes du débat en respectant le temps de parole, Monsieur le Président. La loi SRU a permis
a rendu de grands services et a permis de faire augmenter le nombre de logements locatifs sociaux. C'est indéniable. Tous les ministres qui se sont succédés, j'en fais partie, à ce poste, ont tous fait respecter la loi SRU et ont été intraitables pour qu'on reste sur les principes fondateurs de cette loi SRU. Monsieur Mézard nous rappelait qu'entre 2014 et 2016, les objectifs avaient été dépassés et qu'il y avait eu 106% d'application des objectifs. C'était le cas du temps de M. Apparu, ça a été le cas du temps de Mme Boutin, ça a été le cas précédemment également. Donc nous ne sommes pas sur cette volonté de détricoter la loi SRU. Il faut maintenir la loi SRU. Les communes qui sont de mauvaise foi, il y a eu des textes qui ont été votés, qui ont été aggravés au fur et à mesure. Et donc les préfets ont tous les moyens de doubler, je l'ai dit, de tripler, de quadrupler l'amende quand on a affaire à des communes de mauvaise foi. Ce qui se passe, et plusieurs collègues l'ont dit ici, c'est que depuis que la loi égalité et citoyenneté est intervenue, on a un objectif brutal de 25% et on ne peut pas tenir dans les délais. Et on a des difficultés à le faire. Et donc la question, c'est comment rendre efficiente la loi SRU. Les intercommunalités sont les chefs de file des politiques locales de l'habitat menées sur le territoire au travers de la mise en œuvre du PLH dans le respect de l'exigence de mixité et de répartition équilibrée du parc social tel qu'imposé aux communes par l'article 55 de la loi SRU. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement dans l'objet de son amendement numéro 805. Et donc nous pensons que nous pouvons essayer de mutualiser les choses à l'échelle de l'intercommunalité, mais en posant des garde-fous extrêmement précis. Il n'est pas question de revenir sur la question des 25%, il n'est pas question de revenir sur la question du stock. Si on veut mutualiser, il faut sommer l'ensemble des exigences individuelles des communes pour pouvoir mutualiser. Il n'est pas question d'imposer à des communes très peuplées en logements sociaux des exigences supplémentaires sans leur accord. Il doit donc y avoir un plafond. J'ai vu qu'il y avait un amendement de Mme Létard. Moi, j'y suis, en tout cas, au titre de la Commission des lois, tout à fait favorable parce que ça va tout à fait dans les principes que nous voulons faire. Les communes qui ont fait de gros efforts et qui sont passées de 12 à 15, voire de 15 à 20% et qui sont maintenant en difficulté pour atteindre les 25, il faut essayer de les aider pour rendre efficiente cette loi. Et c'est tout l'objet des amendements que nous voulons proposer et que je représenterai de manière détaillée ultérieurement. Merci, Monsieur le Président. Bien. Encore 30 secondes, donc je le redis. Monsieur Fabien Gay, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, il semble que la mise à mal de quelques avancées sociales soit un objectif de ce gouvernement et de la majorité sénatoriale. Si les avancées sociales ne possédaient plus aucune vertu, nous pourrions le comprendre. Mais pour quelle raison cette loi est-elle considérée comme une avancée sociale? Peut-être parce que malgré les critiques qui lui sont souvent adressées sur son manque d'efficacité, elle a tout de même permis de construire plus de 600 000 logements en 18 ans. Peut-être aussi parce qu'elle poursuit l'objectif de créer un équilibre social entre les territoires. Et enfin parce que cette loi, comme l'avait rappelé l'abbé Pierre à l'Assemblée nationale le 26 janvier 2006, lorsqu'elle avait été mise en danger déjà par la droite, relève de l'honneur de la France en ce sens qu'elle offre une certaine protection aux plus précaires. Cet article est la contrepartie de l'article 29 qui vise à céder le parc locatif social français à des personnes privées. L'objectif n'est autre que la vente de logements sociaux. La loi SRU est en travers de votre chemin. Alors, pour vous, il faut l'abattre. Cet article 46 étend de 5 à 10 ans la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus restent comptabilisés dans les quotas SRU. Ceci dans l'objectif annoncé de lever les réticences à la vente de ces logements sociaux en permettant aux communes un délai pour reconstituer leur stock. Or, cette augmentation du délai permet en fait aux communes, et particulièrement à certaines communes carencées, qui ne respectent pas leurs obligations, de tricher et d'éviter un effort de construction. Alors que 2 millions de personnes en France sont en attente d'un logement, la vente dans ces communes carencées est une aberration. La Commission a largement aggravé ces dispositions en détricotant méthodiquement l'article 55 de la loi SRU. Qu'y a-t-il derrière ces dispositions? Plus de profit pour le privé et éviter la mixité et favoriser un entre-soi dans certaines communes ou quartiers. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, ce sont toujours les plus précaires qui en subiront les dommages. Comment en est-on arrivé à privilégier ceux qui ont le moins besoin de privilèges, demandait l'abbé Pierre en février 2006. Avec ce projet de loi,
comme avec presque tous ceux que nous avons examinés ici depuis quelques mois, quelques pas supplémentaires ont été franchis dans cette direction. Je vous remercie. Merci aussi d'avoir respecté votre temps. Monsieur Olivier Léonard, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, la démolition de logements sociaux peut conduire en fait à une chute importante du nombre de ces logements dans la commune qui bénéficie d'un programme de l'ANRU. Alors le temps de reconstituer l'offre, eh bien, la commune peut se retrouver dans une situation de déficit de logement par rapport aux objectifs de la loi SRU. La commune pourrait alors être soumise à un prélèvement annuel sur ses ressources fiscales ou voir celui-ci fortement augmenter, alors même qu'elle est mobilisée sur le financement d'importants investissements dans le cadre du programme ANRU. Afin de laisser le temps à la commune de reconstituer une offre de logement, je propose ici que les logements démolis continuent à être comptabilisés au titre de l'article 55 de la loi SRU pendant une période de 10 ans, à compter de leur démolition, à condition que la reconstitution de l'offre de logements sociaux en compensation des logements démolis soit identifiée. Pour avoir été maire d'une commune où ont été démolis de nombreux logements sociaux, je sais combien les aléas divers et variés peuvent retarder la reconstruction. Alors voilà pourquoi, voilà le sens de cet amendement. Merci. La parole est à Monsieur Dallier. Président Dallier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, écoutez, nous voilà sur manifestement un point dur et quand j'en entends certains, je crains qu'effectivement on n'en débatte pas vraiment dans la sérénité. Je veux rappeler deux choses. Les objectifs de la loi SRU, premier objectif, construire plus de logements sociaux. Est-ce que cet objectif a été atteint? Manifestement, oui, et grandement atteint. Même si, et nous le savons, il y a une poignée de maires qui répètent urbi et orbi qu'ils n'en veulent pas. Mais de grâce, arrêtons les caricatures et ne regardons pas que cela. Deuxième objectif, la mixité sociale. Mais là, le problème, c'est que la mixité sociale, on ne la regarde que dans un sens. Comment effectivement faire en sorte que des ménages modestes puissent effectivement s'installer dans des villes où cette mixité est relative. Moi, je vais plaider à nouveau pour l'autre cas de figure. Le cas de figure des communes qui accueillent beaucoup de logements sociaux de fait. Et en Seine-Saint-Denis, mes chers collègues, il y en a. Mais pas qu'en Seine-Saint-Denis, je vous amènerai des éléments. Et pour des raisons qui sont souvent historiques, ces communes, mais pas qu'en Seine-Saint-Denis, je le redis, n'avaient pas forcément un taux de logements sociaux élevé. Et pour autant, elles accueillent des ménages pauvres, en nombre. Et à ces communes-là, on leur dit, écoutez, vous allez, comme les autres et dans les mêmes conditions, vous allez devoir atteindre 20%, c'était l'objectif initial, et maintenant c'est 25%. Madame Gréaume, il ne faut pas oublier de dire que si on nous a donné un peu de temps en plus, 5 ans de plus, on a augmenté de manière très importante les objectifs, et que ça ne se fait pas en claquant dans les doigts de la main. Alors oui, je pense que comme nous l'avons fait depuis l'origine, en modifiant la loi parce qu'elle a été à plusieurs reprises modifiée pour l'adapter aux difficultés d'un certain nombre de communes, et je me souviens de sénateurs communistes dans cet hémicycle plaidant pour des communes qui avaient des difficultés parce qu'elles étaient dans des bassins miniers, parce qu'il y avait des problèmes de sous-sol, etc., etc. Je me souviens de collègues communistes qui plaidaient pour cet assouplissement. Alors je vais également le faire pour plaider le cas de ces communes qui ont effectivement un taux de ménages pauvres qui est important et dont la situation continuerait effectivement à se dégrader en termes de mixité si jamais on les portait à 25%. Alors je ne proposerai pas d'éviter, vous verrez, je ne propose pas de les exempter effectivement de toute obligation, mais de les adapter et de revenir à 20%. Je pense que ça serait une mesure de bon sens que le Sénat pourrait adopter. La parole est à Madame, plutôt d'abord Monsieur Iacovelli. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Qu'il s'agisse des amendements sur l'article 46 ou des articles additionnels au 46, je suis effaré, mais pas surpris, de voir la majorité sénatoriale faire totalement fi des 4 millions de personnes mal logées dans ce pays. En comptabilisant les 25% de logements sociaux, des logements provisoires tels que les centres d'hébergement, les logements d'urgence, les PSLA,
en permettant aux communes ayant 15% de logements sociaux de renégocier le calendrier pour atteindre les 25% sans cadrage dans le temps, en mutualisant à l'échelle des EPCI le reste à construire des logements sociaux par les communes. Vous vous attaquez sans embâche à la mixité sociale. Vous faites de la dérogation la règle. Vous dévitalisez avec méthode la loi SRU en opposition à toute logique de justice et de bon sens économique. Avec ces dérogations, vous allez engendrer une concentration de la construction dans certaines villes en dédouanant les autres de leur devoir de mixité sociale. La loi SRU est un puissant outil pour la construction de logements sociaux sur les territoires, et on l'a déjà dit tout à l'heure. Elle est un puissant outil de mixité sociale. Avec mon groupe, nous défendrons une loi pragmatique qui permet de construire la moitié des logements sociaux neufs du pays dans les communes qui en manquent cruellement et qui, bien souvent, y sont réticentes. Rappelons ce qu'est la loi, c'est organiser une politique de production harmonieuse de logements sociaux pour les plus modestes qui n'ont pas la possibilité de se loger. Comment pouvons-nous revenir sur cette loi qui est, en quelque sorte, un acquis social? Vous l'avez déjà tenté en 2006, et c'est l'abbé Pierre, mon collègue Fabien Guel l'a déjà dit tout à l'heure, c'est avec l'abbé Pierre, je vous le rappelle, qui était venu en personne à 93 ans, en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale, pour dénoncer déjà ces mêmes amendements inacceptables, mettant en question l'honneur de la France. Permettez-moi de prendre en conclusion l'exemple de mon département, les Hauts-de-Seine. Si, comme vous le souhaitez avec l'amendement de Madame la rapporteure, nous faisons sortir les communes de moins de 3 500 habitants en Île-de-France du dispositif SRU, une ville qui n'est pas, pour le coup, la plus en difficulté financière, notamment Marne-la-Coquette, n'aura plus à répondre à son engagement de construction de logements sociaux, alors même que nous sommes dans une zone tendue pour les logements. Comment peut-on se permettre, quand 70% des Franciliens sont éligibles au logement social, d'avoir d'un côté des poches de privilégiés et de l'autre des poches de défavorisés? La mixité sociale est le ciment de notre République et chacun doit en prendre sa part dans la lutte contre la ségrégation sociale. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Artigalas. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Trop d'amendements émanant de la majorité sénatoriale que nous allons examiner maintenant sur l'article 55 de la loi SRU ont pour objectif sa disparition et avec elle les quelques 700 000 logements sociaux attendus d'ici 2025 dans les communes carencées et déficitaires. Le calendrier, le taux, la mutualisation, le financement, le nombre de logements décomptés, tout est encore remis en cause. Et pourtant, la loi SRU est une loi socle de notre République, un texte fondateur en matière de mixité sociale. Nous avons déjà eu un débat important il y a moins de 2 ans au travers de la loi Égalité, Citoyenneté. Cette loi majeure du précédent quinquennat a consolidé le périmètre d'application du dispositif SRU pour le rendre plus cohérent avec la réalité du terrain. Un certain nombre de communes ont pu en effet sortir du dispositif, notamment lorsque la demande de logement n'est pas suffisante ou lorsque les communes sont insuffisamment desservies par les transports. Elle a également renforcé les moyens opposables aux communes qui s'exonèrent de l'effort national de solidarité. C'est essentiel. Il faut continuer la pression sur les territoires dits tendus où la demande de logement est très importante. La loi SRU répond à des logiques de solidarité qui doivent s'imposer à tous et à toutes. Nous nous opposons à tous les amendements qui remettent en cause la loi SRU et donnent un mauvais signal quant à la conception même du logement social. Merci. Monsieur Marchand a la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aimerais réaffirmer dans cet hémicycle l'esprit qui anime cet article 46, dont la teneur a été, je dirais, évolutive depuis le début de son parcours parlementaire. Le présent projet de loi n'a pas pour dessein la remise en cause de la loi SRU. Il me semble d'ailleurs que le gouvernement a démontré depuis maintenant plus d'1 an son ferme attachement à une loi qu'il juge bonne en ce qu'elle favorise la mixité sociale. Il part cependant d'un constat, c'est que les communes hésitent fortement à donner un avis favorable à la vente de logements sociaux à leurs occupants. Et moi-même, qui étais maire d'une commune de 20 000 habitants, je peux attester de cette difficulté, de crainte de ne pas parvenir à reconstituer à temps le parc de logements sociaux correspondant et donc d'être pénalisé. Pourtant, faciliter la vente des logements à leurs occupants est un moyen de rendre accessible la propriété pour les ménages les plus modestes, de renforcer cette mixité sociale que nous appelons tous de nos vœux et de dégager des ressources aux organismes HLM pour qu'ils puissent rénover leur parc de logements et en construire de nouveaux. Allonger de 5 à 10 ans la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus à leurs occupants seront pris en compte dans le quota fixé par la loi SRU est un moyen d'apporter une réponse pragmatique et efficace à cet enjeu majeur qui concerne en premier lieu les ménages les plus modestes.
Enfin, j'aimerais mettre un terme aux inquiétudes que l'on a pu entendre jusqu'ici, légitimes pour certaines d'entre elles, sans doute moins, il faut le regretter pour d'autres. Chers collègues, il va de soi que le rallongement proposé est strictement encadré et qu'il ne pourra bénéficier qu'aux ventes réalisées au bénéfice du locataire occupant et en aucun cas aux ventes en bloc. Aussi, mes chers collègues, je nous invite à la plus grande prudence dans les débats que nous allons avoir dans les heures à venir. La parole est à Madame la présidente Lienemann. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, je crois que cette loi SRU nous anime à chaque fois qu'il y a une loi logement. Et on voit bien que nos collègues des Républicains sont depuis longtemps assez résistants, pour ne pas dire totalement opposés, à la logique de la loi SRU. Moi, je voudrais d'abord rappeler que, certes, c'est une loi pour produire plus, mais c'est d'abord une loi pour garantir la mixité sociale, et c'est un des piliers de la République. Comment voulez-vous qu'on réduise la concentration de problèmes dans les communes ou dans les quartiers si dans l'ensemble des communes qui doivent pouvoir accueillir de nos concitoyens ne font pas un effort de construction de logements locatifs sociaux? J'ai bien entendu l'argumentaire de M. Dallier. Si c'était le nombre de gens qui sont modestes dans le pays, il en faudrait plus de 25. Si on a pris le chiffre de 20 et de 25, c'est sur le parc locatif social, conventionné ou HLM. C'est-à-dire un parc disponible dont on sait que dans la pérennité, une certaine rotation va assurer le droit au logement et cette évolution. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on avait déjà donné des souplesses à cette loi. Parce qu'en effet, la modification des établissements, des EPCI, etc., amenait à certains territoires des gens qui étaient soit dans des secteurs où il n'y avait pas de demande de logement, soit qui étaient très mal desservis par les transports en commun, et ce n'est pas un service à rendre aux catégories modestes que de les mettre dans ce genre de situation. Cet assouplissement, il a eu lieu. Il a eu lieu il n'y a pas longtemps et je reste persuadée que les 3/4, les 9/10 des problèmes rencontrés peuvent être traités de cette nature. Ou alors on est dans un autre ordre de questions. Madame la Présidente, vous avez dit les maires demandent. Non, des maires. À ma connaissance, il n'y a pas de demande formelle de l'Association des maires de France de remettre en cause sur tel ou tel point la loi SRU. Donc l'ensemble des maires n'est pas uni derrière cela. Alors, il peut y avoir des difficultés techniques, mais comme je l'ai dit, les assouplissements ont déjà eu lieu. Et après, on revient dans une logique qu'on a débattue depuis l'origine de la loi SRU, à savoir, est-ce qu'on doit être en intercommunalité pour globaliser l'enjeu ou pas? Moi, j'ai toujours plaidé pour le contraire, pour une raison simple, c'est que maire d'une commune de banlieue pendant un moment, j'ai vu mon voisin n'en avoir aucune et ma commune en avoir 30%, et mon voisin de me dire continue à faire les efforts pour le logement social, et moi je n'en ferai pas, et ça n'est pas la République. Merci. Monsieur Carucci, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je voudrais rassurer mon collègue Iacovelli, si c'est la pauvre commune, riche commune d'ailleurs, mais pauvre en nombre, de Marne-la-Coquette avec 1800 habitants qui doit faire l'équivalent pour le logement social pour le département des Hauts-de-Seine à 1 650 000, ça va quand même devenir très très difficile et même la maison de Johnny Hallyday ne suffira pas. Donc franchement, à un moment un peu de raison dans le propos, parce que on sait bien, j'entends Madame Lienemann qui nous dit la droite n'a jamais accepté. Madame Lienemann, de mémoire, depuis que la loi SRU a été votée, il y a eu plusieurs quinquennats de présidents de droite. On parle encore de la loi SRU, ce qui prouverait qu'on n'a peut-être pas été si violent que ça contre la loi SRU. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, autant que nécessaire. Donc, je crois que le problème, c'est de trouver une solution acceptable pour tous. Moi, je ne cache pas que je suis plutôt favorable à l'intérieur des départements, qu'on n'essaye pas de me faire dire l'inverse de ce que je dis, à l'intercommunalité. Pourquoi? Parce que, sans parler de Marne-la-Coquette, nous avons par exemple des communes dans les Hauts-de-Seine où il n'y a plus 1 cm² de disponible. Ce sont de toutes petites communes, hyper peuplées, mais petites. Donc, trouver des terrains n'est pas toujours facile. On dirait que ce serait, puisque maintenant il y a des territoires
que les taux sont à l'intérieur des territoires, ce serait évidemment plus facile de trouver des solutions. Mais c'est vrai que personne aujourd'hui ne dit il ne faut pas de loi SRU. Mais tout le monde dit trouvons des solutions pour faire bien, pour faire de la construction, pour faire en sorte que ce soit accessible, pour faire en sorte que ce soit moins cher. Et arrêtons aussi les faux procès. Vous savez, j'ai été président de la commission des finances de la région Île-de-France à un moment où la région a dit c'est extrêmement simple, toute commune qui ne s'engage pas à moins de 30% de logements sociaux, on lui supprime les subventions régionales. On lui supprime les subventions régionales pour tout autre sujet. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Je crois qu'il faut trouver une solution acceptable pour tous. Allons-y. Moi, je pense que le texte de la Commission est un bon texte équilibré. Ça n'est sûrement pas la dernière fois qu'on parle de la loi SRU, mais n'en faisons pas non plus un totem. Quant à dire, Madame Lienemann, que c'est un pilier de la République, on a déjà beaucoup de mal à trouver les vrais piliers de la République en ce moment. Restons-en au vrai. Madame la présidente Létard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Évidemment, la loi SRU, c'est un totem qu'on réactive à chaque fois que nous entamons un texte qui touche au logement, et c'est une évidence. Et vu l'importance de ce sujet, il faut reconnaître quelles sont ses limites liées à l'évolution de la loi et des réalités, mais aussi combien cette loi elle a permis quand même de rééquilibrer les choses et de produire du logement social en tout point de notre territoire. Donc elle a elle a des limites, mais elle a aussi d'énormes qualités, il faut lui reconnaître. Et je demandais à mon collègue Philippe Dallier s'il se demandait quand avait été débattu, par exemple, l'amendement Ollier, dont je me souviens, qui était, à mon avis, c'était 2006, je pense, qui avait déjà suscité à l'époque de vives oppositions, mais en fin de compte, tout le monde s'entendait sur le fait qu'il fallait aboutir. Et nous avons réussi ici à avoir une majorité de gens qui se rendent à l'évidence qu'il fallait la préserver, mais il fallait l'ajuster, l'adapter, et c'était déjà le sujet. Aujourd'hui, des propositions qui nous sont proposées par notre rapporteur de la Commission des affaires économiques et par Marc-Philippe Daubresse par voie d'amendement vont nous permettre de débattre, et on ne va pas faire le débat avant l'heure. Mais malgré tout, moi je voudrais rappeler quelques éléments qui sont essentiels. Le contexte budgétaire dans lequel nous sommes, qui va rendre quelquefois difficile l'atteinte des objectifs dans certains territoires quand on aura des bailleurs en surchauffe. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il ne vous échappera pas que dans les nouvelles orientations qui nous sont données pour le financement du logement social neuf, on nous dit en zone non tendue, on ne produit plus de neuf. Quand vous êtes carencé en zone non tendue, on vous dit qu'il faut produire 25% de logements sociaux. Et j'attire votre attention sur le fait que toutes les communes, comme l'a rappelé Philippe Dallier, et moi je viens, comme ma collègue Michèle Gréaume, d'un territoire qui n'est pas forcément doté de communes très aisées, nous avons des communes carencées, qui sont totalement isolées dans des poches de ruralité minière et qui se voient frappées par l'article 55 avec, sur leur territoire, des cités de rapatriés, du logement de fait, c'est-à-dire du logement qui est propriété privée, avec dedans des marchands de sommeil qui ont fait leur œuvre. Eh bien, ces territoires-là, croyez-moi, il faudra peut-être regarder comment on pourrait imaginer qu'à l'échelle de l'intercommunalité, on permette d'avoir un nombre de logements sociaux qui satisfassent aux besoins de produire du logement social à un endroit où on en a cruellement besoin, mais de le faire là où ça a du sens, et là, non pas là où on a des territoires quelquefois très isolés et dans lesquels les gens ne pourraient même pas bénéficier de transports en commun ou d'un contexte idéal pour pouvoir avancer utilement sur ce sujet. Merci. Il y a donc des amendements à mettre en œuvre pour ce débat et des propositions à faire qui nous permettront de sortir avec l'intérêt général préservé. Merci. Madame Lavarde. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, il me semble que la loi SRU donne lieu parfois à des exemples un petit peu grotesques, et ce sont souvent des arbres qui cachent la forêt. Enfin, je voudrais par exemple reprendre l'exemple de Marne-la-Coquette pour dire à Monsieur Iacovelli que cette ville a largement satisfait ses obligations de rattrapage de la loi SRU, puisque sur la période 2011-2013, elle a réalisé ses objectifs à hauteur de 208%, sur la période 2014-2016, alors que les dernières données ne sont pas consolidées, à 161%. Donc c'est vous
C'est vous qui avez sorti cet exemple. Mais c'est pour vous dire que les maires de droite que vous cataloguez, dont vous dites qu'ils ne veulent pas faire de logement social, ce n'est pas vrai. Ils doivent faire avec la réalité de leur territoire. Et comme ça a été très bien dit par certains de mes collègues, aujourd'hui, dans la zone de la Petite Couronne, nous sommes dans des villes avec des territoires très denses. Je vous rappellerai que la densité des Hauts-de-Seine, c'est plus de 8 700 habitants au kilomètre carré. En Seine-Saint-Denis, on a 8 600 habitants au mètre carré. Donc aujourd'hui, la vraie question, Paris, c'est 20 000 habitants au mètre carré, c'est de trouver du foncier. Et après, il me semble aussi que sur ce débat, aujourd'hui, on se focalise sur la définition du logement social, mais on oublie de parler du logement intermédiaire. Et pourquoi des foyers qui aujourd'hui ont des revenus trop élevés pour se loger dans l'intermédiaire, mais n'ont pas assez de revenus pour se loger dans le parc privé, seraient contraints d'aller habiter à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, à prendre le train tous les jours pour venir travailler à Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, en matière de politique du logement, il est plus que nécessaire de créer une continuité à la fois entre le logement social, le logement intermédiaire et le logement dans le parc privé. Donc voilà ce que je voulais dire sur cet article et j'espère que nos débats seront constructifs. La parole est à Monsieur Meurant. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, je voudrais quand même rajouter quelques éléments. Parce qu'on a parlé des maires de mauvaise foi. Et aujourd'hui, il se trouve, depuis notamment la loi Égalité-Citoyenneté, qu'il y a des maires qui sont de bonne foi. La preuve, c'est qu'ils sont maires bâtisseurs. Ils sont un critère de tension au vert dans le cadre de leur agglomération. Et ils peuvent être carencés. Ça, c'est l'état du droit positif actuel. Donc, vous pouvez être primé lorsque la prime existait par l'État, vous pouvez avoir les critères de tension au vert au sein de votre agglomération, et malgré tout, vous pouvez être désigné comme un vilain élu, notamment de droite, qui ne veut pas construire. Pourquoi ? Il faut regarder les choses en face, la réalité en face. L'aménagement des villes, le nombre de logements sociaux, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de l'identité des territoires. Et ce n'est pas forcément le fruit de vilains maires qui ne voulaient pas construire. Il se trouve que moi, j'ai été maire pendant un peu plus d'une dizaine d'années d'une ville qui a été plus de 30 ans à gauche. Voilà. Et puis quelqu'un qui avait travaillé avec Martine Aubry, donc quelqu'un qui était bien à gauche. Donc j'ai pris la ville avec 11% de logements sociaux. 11% de logements sociaux. Bien à gauche. Et nous avons fait des logements, nous avons respecté les engagements triennaux. Mais pour aboutir, au fait, sur une ville où il y a peu de foncier, et ce n'est pas que la commune que j'ai administrée, il y a des villes qui ne peuvent pas le faire, tout simplement. Vous êtes au bord d'un fleuve, vous êtes sous PEB, plan d'exposition au bruit, vous êtes en littoral, vous êtes donc l'État fait des règles qui interdisent de construire, et vous êtes carencé de fait de la réglementation prise. Il faut essayer de trouver du sens dans tout ça quand même, du bon sens et de l'intelligence au service du bien commun, au service de la construction. Et la construction de logement social, elle ne peut pas être dissociée de la construction du logement. Et elle ne peut pas être dissociée non plus, comme disait ma collègue, du contexte budgétaire. Aujourd'hui, je rappelais ce matin qu'un département comme le Val d'Oise, petit département de grande couronne, où la DGF a baissé en 4 ans de 36%. On nous demande de construire avec moins de moyens. Qui est-ce qui finance les écoles, messieurs, dames ? Qui est-ce qui finance les services ? Donc, c'est une loi qui est totémique, on comprend pourquoi, et c'est une loi qui bute tout simplement à la réalité des territoires, et bien indépendamment de la volonté des maires. Et vu les amendes versées, des maires qui sont réticents, il y en a certainement de moins en moins. En tout cas, on a décidé de passer de 20 à 25% pour faire effectivement plein de bonnes attentions. Ça, c'est des lois qui sont symboliques, mais la réalité, ce n'est pas ça. Voilà. Merci. La parole est à Monsieur Husson. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, peut-être quelques éléments pour chacun d'entre nous. Un retour d'expérience des métropoles, on a toutes les tailles, hein, on parle de celle de Paris, mais il y en a de tailles plus modestes, dont je voudrais dire qu'elles sont à taille humaine. C'est par exemple celle au sein de laquelle je siège, la métropole du Grand Nancy. On est aujourd'hui, en fait, au travers de ce projet de loi Élan, dans une démarche où on est en train de travailler sur les politiques d'habitat, qui d'ailleurs viennent s'intégrer dans des PLUI intercommunaux et des PLHD, c'est-à-dire habitat durable. Et vous voyez qu'il faut essayer de répondre à la quadrature du cercle, y compris pour l'instant, si je prends l'exemple de notre métropole,
Vous avez 20 communes, mais dans ces 20 communes, il en reste encore une ou deux qui n'ont pas encore atteint les 25%, mais on en a certaines qui sont à plus de 65% de logements sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je crois que c'est ce que veut proposer notre rapporteur, des accords possibles, des fongibilités, parce qu'il faut avoir une disponibilité foncière en même temps qu'un certain nombre d'équipements susceptibles de répondre aux besoins de mobilité, aux besoins de proximité des équipements publics nécessaires, parce que vous avez bien compris que plus on va densifier, plus il va falloir, dans le même temps, rendre un certain nombre de services publics ou privés, accessibles. Donc moi je nous invite non pas à essayer de faire le concours du premier prix selon qu'on serait un homme ou une femme, un maire de droite ou de gauche, une grande ville ou une grande métropole ou une plus modeste. Je crois que ce sujet mérite en tous les cas d'être pris comme il l'est dans les propositions qui sont faites par nos rapporteurs, avec à la fois pragmatisme, c'est un mot, Monsieur le Ministre, que je vous ai entendu souvent employer, avec bon sens, mais aussi avec justice, pour faire en sorte que ces territoires qui ont des responsabilités éminentes sur le sujet puissent conduire graduellement et avec efficacité les programmes qu'ils veulent porter ensemble. Bien. Nous allons finir ces prises de parole sur l'article 46 par une intervention de Monsieur le Ministre et ensuite de Madame la rapporteure. Mais j'en profite quand même pour vous signaler que sur cet article 46, nous avons triplé pendant le débat lui-même les inscrits sur prise de parole sur article. On est passé de 5 à 16. C'est totalement légitime, mais si on s'inscrit avant, c'est aussi parce que ça permet d'organiser les débats quand même. Et je veux y voir un aspect positif, c'est que peut-être c'est une façon en amont de ensuite aller à l'essentiel sur les amendements dans la suite des débats. Je donne la parole à Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je prends la parole sur un dossier qui est toujours un dossier difficile et qui est difficile depuis même la promulgation de la loi SRU. Je voulais réaffirmer quelle est la position de fond du gouvernement sur ce dossier. Il n'est aucunement dans l'intention du gouvernement de mettre à mal et d'abattre la loi SRU, dont je dis depuis le début des débats à l'Assemblée nationale et même avant, puisque j'ai eu à répondre à quelques agressions médiatiques diverses et variées, que le gouvernement n'entendait pas toucher au fondement de la loi SRU, qui a, depuis des années, montré qu'elle avait globalement un effet positif sur le logement social, et l'immense majorité d'entre vous s'est déjà exprimée en ce sens. D'abord, et je le dis en répondant déjà à certaines interpellations, ce matin on m'a dit que nous voulions inhumer l'encadrement des loyers. Là, on vient de me dire qu'on voulait enterrer la loi SRU et je pense que bientôt on en sera à l'incinération des prochains articles. Mais ce n'est nullement notre objectif. Il y a un corpus qu'il convient de conserver parce qu'il a fait ses preuves et que cette loi a montré son utilité par rapport aux résultats de l'accélération de la construction de logements sociaux dans ce pays. Ceci étant, au fil des ans, on constate un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut considérer comme à la marge. J'ai parlé, moi, d'adaptation mineure, de solutions à trouver pour répondre à des problèmes de bon sens. Il a été question de pragmatisme. M. Huson vient de parler de pragmatisme, et c'est ce qu'il faut, in fine, essayer de trouver, sachant que il est faux, parce que je l'ai entendu dire, mais pas ici, heureusement, qu'il n'avait point été touché à la loi SRU. Elle a déjà reçu un certain nombre de modifications. Et je constate d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, tous les groupes ont proposé des modifications, sauf LFI. Alors des modifications diverses, reposant
sur des convictions différentes. Mais en tout cas, tous les groupes ont proposé des modifications. Je note aussi que, par exemple, puisqu'on nous fait, comme ancien avocat, j'aime beaucoup les procès, mais pas forcément les procès d'intention. On nous fait le procès de vouloir passer la durée où on compte encore comme logements sociaux dans les ventes HLM, de passer cette durée de 5 ans à 10 ans. Or, les 5 ans, ils n'étaient pas initialement dans la loi SRU. Ça a été l'objet d'une modification, si mes souvenirs sont bons, de 2007. La loi égalité-citoyenneté, elle a aussi beaucoup, dans l'application pratique, modifié la loi SRU. Parce que, toujours bon de se référer à la réalité de ce qui s'est passé. Si je prends les chiffres, en 2017, nous avons eu 1997 communes concernées par la loi SRU, c'est-à-dire 1997 sur un peu plus de 35 000, dont 1219 ne respectant pas leurs obligations légales et devant produire des logements sociaux pour rattraper leur retard. 711 communes respectent le taux légal de logement social applicable. 649 communes n'ont pas atteint les objectifs de rattrapage triennaux fixés sur 2014-2016. 259 communes, pas davantage, on me dirait que on peut considérer que c'est beaucoup, mais c'est quand même pas énorme. 259 communes ont fait l'objet d'un arrêté de carence, mais c'est quand même 20% de plus que dans le triennal précédent. Et le décret que j'ai signé le 28 décembre dernier, dans ce décret, il y a 274 communes qui ont été exemptées pour les années 2018 et 2019. Et pourquoi elles ont été exemptées? Elles ont été exemptées parce que la loi égalité-citoyenneté l'a permis. C'est la loi, ce sont les exceptions, les exemptions prévues par la loi égalité-citoyenneté qui ont fait qu'on a multiplié par 4 le nombre de communes qui ont été exemptées. Ce n'est pas une simple révision à la marge. C'est ça la réalité. Donc, quand on me dit c'est quelque chose d'intangible auquel il n'a jamais été touché, il faut surtout pas. Il y a eu des modifications et pas des moindres. Et ce que j'ai fait avec le secrétaire d'État entre l'été et l'arrêté, le décret du 28 décembre, il y a eu, parce que ça a été mis en place aussi par une disposition législative précédente, il y a des commissions régionales, il y a une commission nationale. Et puis, il y a le travail fait par les préfets de région. Et j'ai écrit, effectivement, à la fin de l'été dernier, au préfet avec un X et un S, en exigeant le renforcement des sanctions initialement envisagées par les préfets dans les communes les plus récalcitrantes. Je n'ai pas hésité à le faire. S'il y avait une intention du gouvernement de mettre à bas la loi SRU, je n'aurais pas écrit aux préfets pour leur dire « soyez... Vos propositions ne me paraissent pas suffisamment fermes, donc faites des propositions plus fermes. » Ce qui a été fait. Et ensuite, la Commission nationale a siégé, a rendu un avis, et sur cet avis, j'ai opéré, j'ai assumé, parce que c'est la responsabilité de l'État, d'être un peu plus conciliant que les propositions de la Commission nationale. C'est la loi qui m'en donne la responsabilité, et cette responsabilité, je l'ai assumée. À ma connaissance d'ailleurs, je n'ai pas tellement entendu de récrimination par rapport au contenu du décret du 28 décembre 2017, et je pense que c'est aussi la bonne formule pour appliquer les choses. Donc, pas de totem, il y a déjà eu régulièrement des modifications, et je sais, parce que j'ai ici la liste de toutes les communes avec leur situation, le nombre de logements réalisés ou pas réalisés, les sanctions. On n'est pas forcément tendre, hein. Il y a des communes qui sont sanctionnées à 400%. Elles le méritent. J'ai entendu parler de Marne-la-Coquette, il n'y a pas de sanctions financières à Marne-la-Coquette, hein. Ils sont dans un rattrapage. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément totalement exemplaires, la question n'est pas là, mais en tout cas, sérieusement. Et puis, il y a 1600 et quelques habitants. Et ce n'est pas parce qu'on est une petite commune qu'on n'a pas d'obligation. Mais très, très clairement, je pense que nous appliquons les dispositions légales et réglementaires de manière pragmatique, Monsieur le sénateur Husson. Je ne sais pas si c'est avec suffisamment de bon sens, mais en tout cas, c'est la manière dont on envisage les choses. Et quand on voit les chiffres, je
crois aussi qu'il faut se rendre compte, parce que il y a un certain nombre de communes là qui sont confrontées à des difficultés mathématiquement pratiquement insolubles avec le texte actuel. Donc quand j'ai parlé d'adaptation mineure, effectivement, ou d'adaptation, c'est pour essayer de trouver des solutions concrètes par rapport à un certain nombre de situations qui ne sont pas en nombre considérable. Mais qu'on ne vienne pas me dire que nous voulons chambouler la loi SRU. Alors on peut faire avoir toutes les postures les uns et les autres que l'on veut avoir. Ce n'est pas le cas. Et si j'aurais à donner des avis défavorables sur la plupart des amendements, c'est par rapport à la position initiale du gouvernement. Puis il y aura une CMP. J'espère que l'Assemblée nationale, le Sénat pourront trouver une solution constructive. Mais en tout cas, notre position là-dessus, elle est claire. Sur la loi littorale, je pense que nous avons fait ensemble, tant avec l'Assemblée nationale qu'avec le Sénat, œuvre utile en écoutant, en essayant de trouver des solutions concrètes par rapport à des problèmes concrets. Parce que nos concitoyens, ce qu'ils veulent, et ils ont bien raison, c'est qu'on trouve des solutions concrètes, qu'on facilite, qu'on booste la construction de logements sociaux, mais ce n'est pas en fixant, dans certains cas qui sont très minoritaires, des objectifs inatteignables qu'on solutionne les problèmes. Donc oui, il faut maintenir le taux de 25%, puis il faut trouver quelques solutions pour permettre à ceux qui ne peuvent pas, et je pense aux communes nouvellement entrantes en particulier, il faut trouver des solutions qui permettent de solutionner leurs problèmes concrets. Voilà ce que je voulais dire au nom du gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas du tout il y a un rappel à l'ordre, je ne me permettrai pas. Avec tout le respect que je vous dois, c'est juste vous dire que 9 minutes 30, c'est un droit que vous avez puisque vous n'êtes pas limité par le temps, mais que ce serait bien que tous donnent des signes pour que l'après-midi se fasse dans les délais que nous avons tous voulu nous imposer quand même. Mais c'était probablement utile, je voulais juste le dire. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, si je peux vous demander un petit peu de clémence, si toutefois je venais à dépasser les 2 minutes 30, tout simplement parce que je pense que c'est important que les uns et les autres nous situions le débat de façon à ce que, au vu des nombreux amendements qui vont être ensuite exposés, eh bien, nous puissions aller plus vite. Et j'ose espérer que ces différentes prises de parole, et y compris celle bien sûr du ministre, du rapporteur pour avis et moi-même, nous permettront d'aller plus vite ensuite lorsqu'on examinera individuellement tous les amendements. Alors, pour rappeler également à Monsieur le ministre et à l'ensemble de nos collègues qu'au niveau de la Commission des affaires économiques et de la Commission des lois à travers son rapporteur pour avis, nous non plus, nous n'avons pas du tout voulu détricoter, enterrer, inhumer, faire disparaître la loi SRU. On considère que l'article 55 de la loi SRU a été un déclencheur, comme l'a dit Valérie Létard, qu'effectivement, cet article a permis de faire prendre conscience d'un certain nombre de territoires de la nécessité de construire du logement tout court, mais aussi de construire des logements sociaux. Sauf qu'on l'a vu aussi, entre 2000, où on exigeait 20% des objectifs. Ensuite, 2013, où on est passé à 25% des objectifs à réaliser d'ici 2025, les choses ont considérablement évolué. Et c'est parce que ces délais sont devenus, nous semble-t-il, pour un certain nombre de communes irréalistes, inatteignables à atteindre, que l'on risque très rapidement de voir le nombre de communes carencées grandir de plus en plus, alors même que ces communes auront fait des efforts considérables pour produire du logement, et y compris pour produire du logement social, qu'on a voulu prendre en compte la réalité exprimée sur les territoires et faire en sorte que, plutôt que de braquer les maires, de faire en sorte qu'ils se sentent découragés, démoralisés, nous puissions les accompagner, leur donner une bouffée d'oxygène pour leur dire, voilà, les objectifs sont toujours 25% de logements sociaux à atteindre, sauf qu'on vous propose un certain nombre d'assouplissements, d'adaptations qui vous permettront de réaliser plus facilement ces objectifs, ce que vous ne pouvez absolument pas faire aujourd'hui. Donc effectivement, nous avons pensé que l'article 55 de la loi SRU n'est pas un dogme immuable. Qu'est-ce qu'on a souhaité faire? D'abord, s'agissant des décomptes des logements sociaux,
qui est la seule accroche que vous avez mise dans votre texte pour parler de la loi SRU. On vous l'avait dit au cours de la conférence consensus du logement que c'était impossible ici d'aborder un texte aussi important que celui-ci sur le logement sans que nous puissions les uns et les autres évoquer la loi SRU. Vous l'avez entendu puisque vous avez introduit dans le décompte des logements sociaux passant de 5 à 10 ans et que nous avons voulu donc aller un petit peu plus loin, mais sans pour autant, là aussi, dénaturer ce que doit rester un décompte de logement social. 3 cas qui sont venus rajouter à la liste déjà existante. Les logements occupés par les titulaires d'un PSLA pendant une durée de 10 ans. Les logements objets d'un bail réel solidaire. Pourquoi? Parce que l'occupant de ce logement est bien soumis à des conditions de ressources. Et enfin, sur proposition de la commission des lois, comme l'a rappelé Marc-Philippe Daubresse, les places d'hébergement d'urgence, conformément à ce qui a été voté dans le projet de loi Asile et Immigration il y a quelques semaines de cela. Et nous avons bien convenu que nous n'allongerions pas le décompte des logements sociaux, ce qui veut dire que tous les amendements qui vont être proposés pour rajouter dans le décompte des logements sociaux recevront, de la part de la Commission des affaires économiques, un avis défavorable. Deuxième point, s'agissant du calendrier. Comme l'a montré le rapport du CGEDD, le calendrier de rattrapage de réalisation des objectifs de logements sociaux est tout simplement irréaliste et il risque de décourager les communes qui font des efforts. C'est-à-dire qu'une commune qui aurait suivi les objectifs inscrits dans la loi SRU aurait un seul triennat pour faire 50% des objectifs, là où les autres 50% des objectifs, elle les aurait réalisés en plusieurs triennats. Donc ça nous semble là aussi vraiment à prendre en considération. C'est pourquoi la Commission des affaires économiques a proposé d'insérer 2 paliers supplémentaires dans le calendrier de rattrapage et de tenue des objectifs de la loi SRU pour que nous puissions aller jusqu'en 2031. Aujourd'hui, c'est 2025, en rajoutant 2 paliers supplémentaires, 2 triennats supplémentaires, 2028-2031. Et puis, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, la réforme territoriale est passée par là, en favorisant le regroupement des communes ou en favorisant le développement des EPCI, qui a conduit bon nombre de communes à être désormais soumises aux dispositions de la loi SRU. Je pense plus particulièrement aux communes nouvelles et aux communes entrantes qui sont entrées dans le dispositif uniquement à partir du 1er janvier 2015. Ces communes, par souci d'équité, nous avons voulu faire en sorte qu'elles puissent avoir le même laps de temps pour tenir les objectifs de 25% de logements sociaux que n'ont actuellement les communes qui sont rentrées dans le dispositif depuis 2000. C'est la raison pour laquelle, pour ces communes-là, et uniquement pour ces communes-là, communes entrantes et communes nouvelles, nous avons desserré le calendrier, nous avons dit que le calendrier devrait aller jusqu'en 2040. Ça permettrait de donner exactement le même nombre d'années pour atteindre les objectifs que ce qu'ont eu les communes actuelles qui sont rentrées à partir de 2000. Enfin, la Commission aussi a souhaité uniformiser les seuils d'application de la loi SRU en prévoyant que sont concernées d'une façon uniforme les communes de plus de 3 500 habitants. C'est un amendement que j'avais déjà porté dans la loi Égalité et Citoyenneté, qui avait déjà été voté ici par la majorité sénatoriale, mais bien sûr qui n'était pas ensuite resté lorsque le texte était parti en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Enfin, la Commission a également proposé de mettre en place une expérimentation qu'on avait déjà commencé à travailler, sur laquelle on avait commencé à travailler dans la loi Égalité et Citoyenneté, sauf que dans la loi Égalité et Citoyenneté, ce n'était pas une expérimentation, c'était une obligation, et que dans la loi Égalité et Citoyenneté, on n'avait pas gardé les objectifs à maintenir de 25% de réalisation de logements sociaux. Cette expérimentation, elle est sur la base du volontariat et pour une durée de 6 ans. Elle vise à permettre à ce que les communes ayant atteint 15% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il faut déjà que toutes les communes aient 15% de logements sociaux, et devant toujours atteindre les 25% de logements sociaux, eh bien, puissent conclure avec le préfet un contrat d'objectifs et de moyens qui déterminerait le nombre de triennats nécessaires pour atteindre le taux de 25% et les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s'engage à respecter
pour chaque triennat. Au vu de critères qui nous semblent réalistes, le nombre de demandes de logements sociaux enregistrées dans la commune, la vacance enregistrée ou pas dans le parc social, les capacités foncières de la commune, les capacités financières de la commune, et donc ça permettrait d'arrêter ce contrat d'objectifs et de moyens. Et puis, la Commission des affaires économiques a souhaité donner un avis favorable à l'amendement 519 de Marc-Philippe Daubresse, qu'il nous présentera au titre d'être rapporteur pour avis de la Commission des lois. Là, c'est une nouvelle expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'on fera les deux expérimentations, c'est l'une ou l'autre, toujours sur la base du volontariat et toujours pour une durée de 6 ans, avec la possibilité d'une mutualisation sur le stock restant à construire entre 20 et 25% au niveau de l'EPCI et avec un sous-amendement de notre collègue Vincent Capo-Canella. Je me prononcerai également en faveur du sous-amendement de Valérie Létard. Enfin, la Commission donnera un avis favorable à l'amendement 659 de Philippe Dallier qui propose de fixer le taux à 20% pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale dans lesquelles le taux de pauvreté des ménages dépasse les 25% dans le parc locatif. Cet amendement, certes, il amorce un changement de paradigme, mais il nous semble suffisamment encadré pour être raisonnable et réaliste. C'est la raison pour laquelle la Commission des affaires économiques a souhaité donner un avis favorable à cet amendement. Voilà, Monsieur le Président, ces propositions sont pour nous des propositions qui sont pragmatiques, réalistes, qui permettront aux maires de réaliser leurs obligations en matière de construction de logements sociaux à hauteur de 25%, mais dans de bien meilleures conditions que la situation actuelle. Et il s'agit en aucun cas, je le répète, et nous nous sommes tous engagés là-dessus, d'exonérer les maires de leurs obligations. Les maires sont responsables et les maires continueront à s'inscrire dans la volonté de construire du logement social. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous ayant expliqué la position de la Commission des affaires économiques en lien avec la Commission des lois, eh bien, sur tous les autres amendements, il y aura soit des demandes de retrait, soit des avis défavorables. Oui, bien sûr. Donc, pour montrer les prérogatives de notre Assemblée vis-à-vis du gouvernement, vous l'avez dépassé de 30 secondes. Sans en avoir complètement le droit, mais pour faire avancer la discussion. Donc on va vous prendre au mot, ça veut dire que vous avez déjà donné vos avis sur tous les amendements, quasiment, et que vous nous direz, vous nous rappellerez favorable, défavorable, sans trop étayer. Voilà, c'est la fin de Sénat 360 consacrée à la séance de cet après-midi et à ces deux temps forts. D'abord, la mise en place de la commission d'enquête du Sénat. Objectif, connaître les modalités selon lesquelles la préfecture de police a intégré à un dispositif de maintien de l'ordre une personne étrangère au service. Les travaux vont débuter dès demain. Notez également que les débats se poursuivent sur Élan, la loi sur l'évolution du logement, l'aménagement et le numérique. Très bonne soirée à tous et à demain.